directeur général de l'enseignement supérieur. Nous soutenons l'incubateur CETIC. J'ai eu à les rencontrer cette semaine quelques centaines de jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, et c'est vraiment la Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, supérieure de la recherche et de l'innovation, Monsieur le recteur, professeur Ibrahima Thioub, président de la science et technique de l'information, Madame Kousson Traoré, Messieurs les étudiants, Mesdames, Messieurs, chers invités. Madame la secrétaire générale, notre université, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'unanimité de ses instances, à l'unanimité de ses établissements, de ses partenaires, de ses acteurs, a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous décerner le titre de docteur honoris causa. Ce faisant, nous restons fidèles à nos traditions de teranga au Sénégal, d'accueil et d'intégration de toutes les personnes à notre sein pour partager avec eux nos cultures, notre savoir. Du reste, vous n'êtes pas à l'étranger chez nous. Nous sommes au Sénégal, pays qui a une longue tradition de partage avec une partie de nous-mêmes dans les Caraïbes qui s'appelle Haïti. Nous sommes au Sénégal, pays qui a une longue tradition de coopération, de collaboration, surtout académique, avec le Canada, notre pays de citoyenneté. Sous ce rapport, c'est avec plaisir, avec bonheur que nous allons vous décerner tout à l'heure ce titre de doctoris honoris causa de la première université francophone d'Afrique. La cérémonie se déroulera en 4 temps. Monsieur le recteur, le professeur Ibrahima Thioub, président de l'Assemblée de l'université, délivrera un discours d'accueil et de bienvenue à l'intention de notre récipiendaire et de l'ensemble des invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. À la suite de quoi, la directrice du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, pôle d'excellence de notre université, qui délivre, forme des journalistes et des spécialistes de la communication depuis une quarantaine d'Afrique à travers toute l'Afrique francophone, et présentera la récipiendaire. À la suite de cette présentation de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, nous aurons un intermède musical de quelques minutes pour permettre de lui remettre la toge officielle qui fait de vous désormais personne intégrée de notre université, du diplôme d'honoris causa et vous permettre de signer le livre d'or de notre université. Après ce court intermède, le public qui est venu pour vous écoutera lui délivrer une leçon intitulée
au nom de tous les migrants. Voilà le schéma de l'organisation de notre cérémonie, à la fin de laquelle, évidemment, Madame la secrétaire générale, Monsieur le recteur, Monsieur le ministre, se prêteront aux questions des journalistes s'ils le désirent. Donc, sans tarder, nous donnons la parole plutôt au professeur Ibrahim Thioub, recteur de l'université, président de l'Assemblée de l'université. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la francophonie, Madame le ministre représentante personnelle du chef de l'État auprès de la francophonie, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques, Messieurs les recteurs, Madame la rectrice, permettez-moi cette digression qui salue un geste historique posé par le président Macky Sall, la nomination de la première rectrice du Sénégal en la personne de notre collègue Ramatoulaye Diagne, qui fait honneur aux femmes sénégalaises. Messieurs les doyens et directeurs d'UFR, Monsieur le secrétaire général de l'UCAD, Madame la directrice du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, Monsieur les directeurs des écoles doctorales, Monsieur le directeur de l'IFEF, Monsieur le directeur du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'AUF, Monsieur le directeur de la francophonie, Messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts, Monsieur le médiateur de l'UCAD, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs centraux de l'UCAD, Messieurs les secrétaires généraux et représentants des syndicats, Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Madame la secrétaire générale de la francophonie, la tradition est désormais établie. Chaque fois que vous nous faites l'honneur de rendre visite à notre pays, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar figure en bonne place dans l'agenda de votre séjour. Madame la directrice du CESTI, dont l'école a eu le privilège d'initier la proposition de vous décerner le titre de docteur honoris causa de notre université, y reviendra plus largement. Votre première visite à l'UCAD remonte au 16 avril 2010. Vous étiez alors gouverneur général du Canada. Devenue chancelière de l'Université d'Ottawa, vous avez signé avec l'UCAD une lettre d'intention en vue d'une collaboration dans le domaine de l'enseignement et de la recherche le 3 octobre 2013. Lors de la signature, qui eut lieu à la salle des actes du rectorat, en présence du conseil restreint, vous avez eu un mot généreux qui semblait être le signe annonciateur d'un avenir dont nous nous réjouissons aujourd'hui. Je vous cite, « L'Université d'Ottawa a la ferme volonté de faire valoir le patrimoine francophone qui est le sien, et dans un souci de s'internationaliser davantage, elle a décidé de créer les conditions pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants issus de la francophonie. » Fin de citation. Toutefois, aussi importantes que furent vos visites antérieures à l'UCAD, vous conviendrez avec moi que celle qui nous réunit ce matin constitue un événement exceptionnel, puisqu'il s'agit de vous décerner le titre de docteur honoris causa de notre institution. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous fêtons l'essentiel, nous fêtons votre présence, comme dirait Paul Éluard. En acceptant cette distinction, vous rejoignez, Madame la secrétaire générale, l'aréopage constitué par vos illustres devanciers qui ont nom Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc en 1964, M. René Maheu,
secrétaire général de l'UNESCO en 1970, Nelson Mandela en 1992, Federico Mayor, secrétaire général de l'UNESCO en 1997, Madame Michèle Gendreau Massalou, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie en 2006, Madame Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France en 2014, Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, président de la Banque islamique de développement en 2015, et encore plus récemment, le professeur Marcelo Nuno Duarte Rebelo da Souza, président de la République du Portugal en 2017, pour ne citer que cela. Ai-je besoin de vous présenter, Madame la secrétaire générale, l'institution qui vous accueille aussi parmi ces récipiendaires du doctorat honoris causa en vous inscrivant par cet acte à son panthéon, pour ainsi dire. Nous fêtons les 100 ans de l'Université de Dakar avec la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, née de l'école de médecine de Dakar, fondée vers la fin de la Première Guerre mondiale en 1917. L'Université de Dakar est le premier établissement d'enseignement supérieur fondé en Afrique francophone à l'époque coloniale. Après les indépendances, elle a conservé son orientation panafricaine et aujourd'hui, ses 86 000 étudiants se répartissent en 61 nationalités de tous les continents. Depuis 3 ans, elle met en œuvre la vision de la réforme de l'enseignement supérieur définie par le président Macky Sall et conduite par le professeur Mary Teuw Niane depuis la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et l'historique conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur d'août 2014. La gouvernance institutionnelle et académique de notre université s'inscrit en droite ligne de cette orientation et met l'accent sur la réforme de l'architecture des études par l'adoption du système licence-master-doctorat, la réorganisation de l'offre de formation avec un accent particulier sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, la professionnalisation des filières, l'amélioration de l'accès au TIC et le développement de l'enseignement à distance. Quant à la recherche, elle est organisée autour de 7 domaines que gèrent autant d'écoles doctorales. Ouverte à l'Afrique et au monde depuis ses origines, l'UCAD reste fidèle à cet héritage où les humanités ont joué un rôle central. Léopold Sédar Senghor revendiquait clairement cette orientation particulièrement significative en ces termes poétiques. Voici précisément que Dakar, bâti sur le roc, sur ce promontoire ouvert à la mer et à tous les vents du monde, voici que Dakar, grâce à son université, se révèle à nous aujourd'hui comme un des hauts lieux où souffle l'esprit. Fidèles à cet héritage, nous ne nous soustrairons à aucun des débats fondamentaux de l'heure et nous ne négligerons aucune des actions à entreprendre pour le triomphe d'un monde de paix, de fraternité entre les hommes et les femmes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous restons convaincus que le phénomène de globalisation, familier aux historiens parce qu'entamé au moins il y a plus de 5 siècles et que les médias du monde semblent ne découvrir que récemment, est un fait de civilisation irréversible. Autant il est impossible d'arrêter les vagues de l'océan avec ses bras, autant il est illusoire et personne, ni les États, ni les machines de guerre, ni les nationalismes bornés, les murs encore moins, le sort de celui de Berlin devrait faire réfléchir, ne feront obstacle au flux qui transporte aux 4 coins du monde des milliards d'objets et autant sinon plus d'idées portées par des millions d'hommes et de femmes. Cette circulation généralisée, avec les limites que lui impose l'asymétrie de l'accès aux ressources, trace aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain les routes du métissage, colonne vertébrale du meilleur de notre humanité. C'est le sens de l'appel du poète de la négritude et non moins penseur de la civilisation de l'universel pour transcender les frontières
érigés par nos identités territorialisées. Cette mobilité des hommes et des femmes à l'échelle de la planète Terre et au-delà est un puissant moteur de l'histoire. Ne nous faisons surtout pas d'illusions. Il n'y a aucune fatalité à ce que le moteur à lui tout seul nous conduise vers des lendemains qui chantent. Nos efforts individuels et collectifs sont aujourd'hui plus que jamais requis pour faire reculer et éradiquer les menaces réelles qui pèsent sur le devenir de notre planète. Menaces écologiques, menaces nucléaires, mais surtout risques d'ensauvagement et de déshumanisation des rapports sociaux, des rapports entre les peuples, entre les États. Aucune institution, autre que celle dont vous êtes la tête, le Sénégal, l'un des berceaux et le cœur, n'est mieux à même de contribuer à ce plus d'humain dont nous avons tant besoin. Oui, Madame la Secrétaire générale, la francophonie a aussi son mot à dire dans cette marche vers plus d'humain. La pensée et l'action de ses pères fondateurs constituent un héritage sur lequel nous sommes en mesure de bâtir avec créativité notre contribution. Créée vers 1880 par le géographe français Onésime Reclus, la francophonie désigne l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. D'ordinaire, on distingue les locuteurs répartis sur les 5 continents avec un F majuscule un SF minuscule à la francophonie et le dispositif institutionnel avec un F majuscule. Par-delà leur diversité et leur dispersion sur différentes parties du globe, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Tunisien Habib Bourguiba, le Cambodgien Norodom Sihanouk et le Nigérien Amandi Diori, entre autres penseurs et hommes d'État, l'ont porté au fond baptismaux. La francophonie est parvenue à s'imposer malgré les difficultés rencontrées parce que la langue française, que justement Albert Camus considérait comme sa patrie, transcende les nationalités. Notre intelligence collective nous permet de rendre harmonieuse sa cohabitation avec des centaines de langues de notre espace partagé. Mais la francophonie, c'est plus que des langues, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de la formation qui transmettent de la compétence et des valeurs. Vous venez d'inaugurer, Madame la Secrétaire générale, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui, du front de mer des Almadies, se déploiera au plus profond des terres pour servir ce que vous avez appelé la priorité des priorités, l'éducation et la formation. Le seul secteur où on est toujours assuré d'un retour sur investissement fructueux. La francophonie, c'est aussi de la politique internationale, de la coopération fondée sur des valeurs de paix, de gouvernance démocratique, de diversité culturelle, de protection environnementale et de respect des droits humains. C'est bien en terre sénégalaise que vous avez reçu il y a 3 ans, en novembre 2014, des mains du président Abdou Diouf, un grand Sénégalais, le témoin pour continuer à conduire les destinées de l'Organisation internationale de la francophonie. Au mémorable 15e sommet qui vous a consacré, notre université a contribué par l'organisation d'une dizaine de colloques, séminaires et journées scientifiques. Madame la Secrétaire générale, l'UCAD continuera d'être à vos côtés pour faire avancer notre bien commun, la francophonie des solutions. En décidant de vous attribuer le titre de docteur honoris causa, l'UCAD magnifie votre parcours. Nous célébrons tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. Il nous plaît, Madame la Secrétaire générale, de vous donner un exemple à nos étudiants, mais aussi et surtout à nos étudiantes pour les mobiliser au service du développement de l'Afrique dans un monde que des hommes et des femmes de bonne volonté portent par leur inlassable combat vers plus d'humanité. Je vous remercie de votre aimable attention. Solution à nos problèmes de découverte mutuelle, de partage, d'échange,
et surtout d'ouverture dans le sens de la construction d'une civilisation de l'universel, comme y appelait formation, école de journalisme et de communication de notre université. Madame Sall, vous avez la parole. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la francophonie, Madame le ministre, représentante personnelle du chef de l'État auprès de la francophonie, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques, Monsieur le Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les recteurs, Madame la rectrice, Messieurs les doyens, directeurs d'écoles et d'instituts, Messieurs les directeurs des écoles doctorales, Monsieur le directeur de l'IFEF, Monsieur le directeur de la francophonie, Messieurs les directeurs centraux de l'UCAD, Messieurs les secrétaires généraux et représentants des syndicats, Madame l'ancienne directrice du CESTI, Messieurs, Mesdames les membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, honorables invités, Mesdames, Messieurs, dans les sillages et les sentiers des parcours personnels et professionnels, il est des femmes et des hommes qui, haut perchés sur leur estrade de valeurs et de vertus, des idoles qui, par leur trajectoire exceptionnelle, ont tant guidé les pas hardis de bien des personnalités de ce monde. Parmi ces idoles, la brave et valeureuse Michaëlle Jean. Imaginez alors l'immense sentiment d'honneur qui m'anime et la forte émotion qui m'étreint en ce jour solennel, Madame, d'avoir à prononcer le discours de votre consécration au titre de docteur honoris causa de notre université. Merci, Monsieur le Recteur, pour cette confiance. Madame la secrétaire générale de la francophonie, la distinction qui vous sera décernée incessamment constitue généralement un honneur pour celle ou celui qui la reçoit. Mais le présent cas est bien particulier, en ce sens que tout l'honneur nous revient, Madame, de vous compter désormais parmi nos éminents et distingués diplômés d'honneur. Au demeurant, vous n'en êtes pas à votre première visite sur ce temple du savoir qu'est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, en 2010 déjà, vous nous faisiez l'honneur de votre présence alors que vous étiez gouverneur général du Canada. À cette occasion, le CESTI avait activement participé aux échanges fructueux avec vous sur le thème « Le rôle des médias dans l'émergence de l'Afrique ». Ces échanges avaient tellement aiguisé notre soif d'apprendre plus de vous qu'il fallait, Madame, que vous reveniez. Mesdames, Messieurs, la richesse ainsi que la diversité de son parcours font de notre hôte une femme d'exception. Permettez alors que nous visitions sommairement l'exceptionnelle trajectoire de cette grande dame dont le nom s'incruste en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. Née en 1957 à Port-au-Prince, en Haïti, Madame Michaëlle Jean est confrontée dès la tendre enfance à une vie de lutte. Sa famille, étant traquée sous le régime dictatorial de François Duvalier, fut contrainte à l'exil en 1968 au Canada, leur terre d'accueil. La journaliste Annick Cogent témoignera d'ailleurs, parlant de Madame Jean, en ces termes, je cite, « Elle n'a jamais été légère, ni insouciante, comme le sont les enfants. Elle croit même avoir été adulte. » Fin de citation. Aux âmes bien nées,
la valeur n'atteint point le nombre des années, a dit Pierre Corneille. Si Madame Jean a été cet enfant adulte, c'est surtout parce que le sort a voulu qu'elle fût livrée dès sa tendre enfance à une jungle despotique où l'injustice et la brimade régnaient en maître. Ainsi fut-elle élevée dans la résistance et le combat, avec pour seule interdiction, dit-elle, l'indifférence. Pour avoir sitôt connu l'amer goût de l'injustice et de la persécution, Madame Jean nourrit une flamme inextinguible pour les droits humains. Au nom de tous les migrants, voilà, Madame, le thème retenu pour le présent événement. Thème on ne peut plus actuel et qui présentement interpelle plus que jamais la conscience de l'humanité. D'Europe en Afrique, en passant par l'Asie et l'Amérique, le phénomène migratoire déverse son lot quotidien de drames humains à travers le monde. Avant l'heure, le sort des migrants figure en bonne place dans votre agenda. Tout au long de votre carrière, vous les avez défendus, encouragés, protégés et accompagnés puisque vous avez agi en connaissance de cause. Oh, Madame, comme vous aviez raison, quand vous affirmiez lors d'une interview accordée à Annick Cogent, je cite dans Le Monde, « Je porte mon histoire partout où je vais ». Et lorsque je participe à l'ONU à une grande assemblée sur la question des migrants, je peux affirmer haut et fort que pour moi, il ne s'agit pas de statistiques, mais d'un chapitre de ma vie. Je suis sans doute la seule chef d'État à pouvoir dire cela, à connaître la vulnérabilité du réfugié et le défi de renaître à soi-même. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, son combat sans relâche a mené Madame la secrétaire générale de la francophonie vers un incroyable et unique parcours. Après un baccalauréat SR en littérature et langue hispanique et italienne, elle obtient une maîtrise en littérature comparée à l'Université de Montréal. Polyglotte, nous rappelons que notre distingué récipiendaire parle 5 langues, en l'occurrence le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le créole haïtien. Madame Jean embrasse d'abord une carrière d'enseignante. Par ailleurs, en sa qualité de fervente militante des droits de la femme, elle s'investit dans une association qui a pour mission de venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants. Madame Jean a aussi parcouru 18 brillantes années d'une carrière journalistique diverse et féconde. Il est à souligner que cette riche carrière fut le fruit d'un engagement déterminé à la manière d'Albert Camus, qui considérait le métier de journaliste comme un combat pour la vérité et pour l'indépendance. Madame Jean a été et demeure le chantre du combat contre toute forme d'injustice. Partout où elle est passée, elle a laissé une trace indélébile de son œuvre pour une solidarité vibrante et agissante. Ceci témoigne de son militantisme pour la cause humaine. C'est d'ailleurs à ce propos qu'elle confiera, je cite, « C'est dans la même idée de servir que j'arrive au journalisme, en militante, et pas pour me montrer à la télé. » Fin de citation. Cet engagement militant apparaît aussi dans sa décision lorsque la proposition lui fut faite d'occuper la haute fonction de gouverneur général et de commandante en chef du Canada. Elle mit 4 semaines, et je précise bien 4 semaines, avant de donner sa réponse définitive en septembre 2005. Comme elle le dit, je cite, « Quand on est militant, on réfléchit. J'ai accepté en me disant que j'allais arpenter ce vaste pays et voyager dans le monde, porteuse de mon histoire, de mon engagement et de mes valeurs. » Fin de citation. Apporter un regard attentif sur Madame Jean, d'aucuns renonceront à penser comme Molière que l'intelligence se situe du côté de la barbe. Être femme ne tire certainement pas notre hôte vers le bas, loin s'en faut. Madame Jean
donne plutôt raison à Victor Hugo selon qui, je cite, « La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. » Fin de citation. De 2005 à 2010, par le biais de ses multiples missions diplomatiques, Madame Jean sillonnera les 4 coins du monde, avec toujours dans ses bagages ce trésor qu'elle chérit tant, la solidarité. Aussi sera-t-elle au chevet de sa patrie haïtienne meurtrie, de l'Afghanistan en conflit, des femmes et des enfants en détresse, et de tant de peuples asphyxiés par la guerre ou la dictature, et auxquels elle a tenté d'apporter l'oxygène de la paix. La fin de cette fonction n'apportera point le repos de la combattante. Bien au contraire. Sa carrière post-gouverneur fait d'abord de notre récipiendaire l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Haïti. Cette mission de soutien et de solidarité a pour but essentiel d'aider à la reconstruction du patrimoine haïtien et de soutenir l'éducation. Madame Michaëlle Jean, toujours dans cette dynamique d'action solidaire et libératrice, met sur pied la Fondation Michaëlle Jean en décembre 2009. En novembre 2014, elle se voit nommée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en remplacement de M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal. Bref, à s'y méprendre, tout discours sur Madame Jean peut paraître panégyrique. Mais c'est juste que Madame a rempli et bien rempli sa vie avec dévouement et abnégation. Dans son élan débridé de partage, de solidarité et de justice, son altruisme a fait sienne cette leçon de sagesse où Emmanuel Kant enseigne ceci, je cite, « Agis donc de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, comme une fin et jamais comme un moyen. » Fin de citation. Si nous célébrons en ce jour Madame Michaëlle Jean, c'est qu'elle a su, à des moments cruciaux de l'histoire des peuples, tremper son épée dans sa sueur et dans le sacrifice pour combattre aux côtés des faibles. Votre combat, Madame, est un hymne que chanteront toutes les générations futures. À travers les actes de tous les jours de Madame la secrétaire générale, transparaissent les propos de Georges Clemenceau, je cite, « Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut enfin avoir l'énergie de le faire. » Fin de citation. Chère Madame, ni la claire conscience, ni le courage, ni l'énergie ne vous ont jamais manqué. Mesdames, Messieurs, vous imaginez sans nul doute que le parcours si rayonnant et si singulier de notre récipiendaire ait déjà été bien des fois couronné de titres honorifiques, de décorations et d'autres distinctions. En effet, tant de pays et d'organismes à travers le monde entier ont tressé de lauriers sur sa route glorieuse, pavée de moult titres et honneurs. Titres et honneurs que nous ne saurions tous énumérer ici. Néanmoins, permettez que nous en mentionnions quelques-uns. Docteur honoris causa des universités d'Ottawa et de McGill, respectivement en juin et en novembre 2006, docteur honoris causa de l'Université York en mars 2007 et récemment docteur honoris causa de l'Université de Bangui en avril 2017. Madame est aussi Grand Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la France, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, Grand officier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun, et j'en passe, tant la liste est loin d'être exhaustive. Et voilà que notre université, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, va se joindre à cet heureux concert du monde pour célébrer la combattante des droits humains, la défenseure des femmes et des enfants, l'avocate des migrants en détresse
j'ai voulu nommer l'exemplaire Madame Michaëlle Jean. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous prie à présent de vous joindre à moi pour adresser nos vives félicitations à notre honorable récipiendaire qui portera dans quelques minutes le titre de docteur honoris causa de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention. Le portrait est complet. Il n'y a rien à y ajouter. C'est un portrait construit autour de concepts clés que sont les valeurs, que sont l'engagement, que sont l'assumation de son histoire, telle que Mme Michaëlle Jean le montre depuis toujours. Nous voudrions tout simplement remercier la directrice du CESTI d'avoir initié à l'endroit de notre université cette proposition qui, comme je l'ai dit au départ, a rencontré l'assentiment de toutes nos instances, de tous nos établissements et de tous les acteurs de notre université, parce que nous estimons que la récipiendaire le mérite à tout point de vue. Nous allons sans tarder lui permettre de se retirer pour pouvoir porter sa toge, faire son diplôme et venir nous délivrer sa communication sur la migration. Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vu la Constitution, vu la loi numéro 6745 du 13 juillet 1967 relative à l'Université de Dakar modifiée, vu le décret numéro 72 1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l'Université de Dakar modifié, vu le décret numéro 87 382 du 30 mars 1987 portant dénomination de l'Université de Dakar, vu le décret numéro 2017-1925 du 11 octobre 2017 portant approbation de la délibération de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en date du 23 août 2017. Conférons par les présents à Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, le titre honorifique de docteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fait à Dakar Fan sous le sceau de l'université le 14 octobre 2017. Le recteur, président de l'Assemblée de l'Université, Ibrahima Diop. À notre illustre récipiendaire qui va délivrer sa première leçon à l'Université de Dakar. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière et que vous nous reviendrez pour d'autres leçons dans d'autres contextes. En vos titres, grades et qualités dont la présence, votre présence a été si hautement signalée et nommée ici, chères étudiantes, chers étudiants,
D'abord, merci, et le mot est faible. Je voudrais en trouver un beaucoup plus grand encore. Merci de vos propos, de ces propos si élogieux que j'ai presque eu le sentiment en vous écoutant d'être parvenue, qui sait, au terme de mon engagement professionnel et de mes combats. Une idée que je refuse. Une idée que je refuse de toutes mes forces et de toute mon énergie, tant d'un chantier à l'autre, je vois la somme de choses à accomplir. Dans ce monde, nous le savons, en proie à tant d'inégalités, tant d'injustices et de violences, tant de menaces et de défis. Mais je vois aussi tant d'initiatives courageuses qu'il faut soutenir, tant d'actions de génie sur le terrain, portées par des collectivités, portées par des femmes, des hommes de bonne volonté et par toute une jeunesse qui ne demande qu'à être entendue, qui ne demande qu'à être associée, impliquée, avec une idée tellement claire de ce qu'elle ne veut plus, et une idée claire de ce à quoi elle aspire pour elle-même, pour son pays et pour le monde. Cette semaine, après que nous ayons inauguré ensemble avec fierté l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, m'a élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion. Et vous savez, je me suis sentie fille de ce pays. Je me suis sentie une Sénégalaise de plus. Aussi, c'est la même émotion qui me gagne avec cet autre très grand honneur que vous me faites. L'honneur de m'accueillir aujourd'hui, Monsieur le Recteur, pour me décerner un doctorat honoris causa de l'Université Cheikh Anta Diop, du nom de cet homme de tous les talents et de tous les courages, qui, à lui seul, a vaincu l'idéologie coloniale et a su remettre en lumière le riche, si riche patrimoine des peuples africains. D'emblée, je veux que vous le sachiez, cet honneur, je le reçois comme un encouragement à poursuivre, comme un encouragement à aller de l'avant et sans faillir. Et en qualité de secrétaire général de la francophonie, comment ne pas penser en ce moment aussi que c'est au sommet de Dakar que je suis devenue la première femme à présider à la destinée de notre grande organisation internationale qui rassemble aujourd'hui 84 États et gouvernements sur les 5 continents. C'est ici que j'ai pris l'engagement, le 30 novembre 2014, de la porter toujours plus loin et de toute mon énergie, de toutes nos énergies rassemblées. Je me souviens d'avoir dit, avec la plus grande estime, pour le fils de ce pays et de si haute stature qui m'a précédé, on ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède. Et bien sûr, sur ce chemin, je ne peux m'empêcher de penser en cet instant au poète président, au père fondateur, visionnaire, Léopold Sédar Senghor, qui, avec Habib Bourguiba de Tunisie, Diori Hamani du Niger, Norodom Sihanouk du Cambodge, a si généreusement offert au monde, voilà presque 50 ans, un idéal lumineux qui trouve aujourd'hui plus encore toute sa raison d'être. Ces hommes d'État, ces hommes du Sud, appelés à conduire leur pays, ces nouvelles nations souveraines, libérées du joug colonial,
ont imaginé une vraie renaissance commune, dans un espace commun. Un espace à construire avec une langue en partage, la langue française, ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial, disait Senghor. La langue française comme trait d'union entre les peuples qui la parlent, d'un continent à l'autre, et forment ainsi une francophonie. La langue française, rendue certainement plus vivante encore, au contact de toutes nos autres langues, dans le foisonnement de toutes nos cultures, dans l'extraordinaire vivacité et diversité de tous les peuples que nous sommes, impatients, si impatients de renaître à eux-mêmes. Oui, tous ces peuples impatients de dire la force de leur trait de civilisation, de leurs histoires, de leurs expériences. Tous ces peuples impatients d'être pleinement reconnus pour eux-mêmes, mais aussi impatients de se rejoindre, de s'associer, d'établir de nouveaux liens dans un rapport de réciprocité, de respect et non de domination. Tous ces peuples impatients de revisiter ainsi leurs relations en s'unissant autour de valeurs universelles pour chasser les affres et les horreurs du passé, vaincre celles du présent et porter ensemble un humanisme intégral. L'appel de Senghor est de nouveau tellement percutant et d'une franche modernité. La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette synthèse des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. Et depuis lors, sur ces mots de Senghor, le Sénégal est resté fidèle à cette mémoire, en s'imposant en francophonie comme un chef de file incontournable. Et le Sénégal, je dirais, est pour la francophonie une pépite d'accomplissement que je viens chaque fois voir, reconnaître, un modèle d'engagement, une source permanente d'inspiration. Je ne peux m'empêcher, bien sûr, de penser à toutes ces éminentes personnalités qui ont été formées dans cette université, à commencer par le président Abdou Diouf, qui m'en parle toujours avec la plus grande fierté. À titre plus personnel, je ne peux m'empêcher de penser aussi à Jacqueline Scott Lemoine, d'Haïti comme moi, cette grande femme de théâtre, cette grande femme de parole, que j'ai vue pour la dernière fois ici même, dans cette université, devenue sa maison. Cette chère amie de ma mère, qui était la cousine germaine du compagnon de Jacqueline pour l'éternité, l'homme de lettres, Lucien Lemoine. Et vous le savez comme moi, combien Jacqueline et Lucien ont fait partie de celles et ceux qui ont rêvé avec tant de ferveur cette université. Ils ont apporté leur pierre à ce bel édifice du savoir. Ils y ont enseigné, conscients de participer à l'émancipation d'une nation, à l'épanouissement d'une jeunesse appelée à poser les fondements d'un pays ouvert au monde et sur le monde. Jacqueline et Lucien qui, comme le reste de ma famille, avaient dû fuir l'effroyable dictature des Duvalier. Nous trouverons refuge au Canada, eux au Sénégal, qui deviendra leur seconde patrie. Et j'aime la manière dont Jacqueline le racontait. Elle le disait avec émotion dans son bel accent créole. On est resté dans ce pays qui nous a accueillis vraiment merveilleusement. Et on n'a pas eu de mal pour se fondre avec la société africaine. Comme dit Césaire, l'Afrique et Haïti, c'est la même chose. Évidemment, nous avons nos différences, mais dans l'ensemble, les racines sont là et elles sont profondes.
Et c'est bien cette même émotion qui me gagne chaque fois que je suis en terre sénégalaise, chaque fois que je foule la terre rouge de ce continent de toutes nos origines, ce continent berceau de l'humanité. Chaque fois, je vis cette sensation poignante de revenir au foyer, au premier terreau de mes racines devenues rhizomes. Chaque fois, la pensée heureuse et malheureuse des origines. Le sentiment du retour au point d'arrachement de ces millions et millions d'hommes et de femmes, de garçons et de filles, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, capturés, enlevés pour être livrés au pire que l'on puisse imaginer. La déshumanisation, la dépossession de tout et de leur dignité. La déportation sur les circuits de la traite ignoble vers les colonies des Amériques. Et l'on ne parle que peu de ces dizaines de millions de tués dans les chasses à l'homme des rabatteurs, ou qui périront enchaînés dans la longue marche, la traversée des terres jusque vers les lieux de rétention et d'embarquement sans retour. On ne comptabilise pas non plus les milliers jetés par-dessus bord, morts durant la traversée pénible et dégradante vers l'enfer indescriptible qui les attendait. Ce que Léopold Sédar Senghor a décrit comme le plus grand génocide de l'humanité. Il ne s'agit pas, comme l'écrivait Frantz Fanon, d'être esclave de l'esclavage qui déshumanisa nos pères. Et j'ajoute, qui déshumanisa nos mères. Mais il s'agit, et c'est là notre devoir, de garder intacte la flamme de la mémoire et de se souvenir que c'est avec la traite, ce commerce innommable, inqualifiable, et avec les colonies, que des empires de l'Europe se sont constitués en riches et superpuissances au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, 4 longs siècles de cette barbarie. Se souvenir aussi que la traite abolie au XIXe siècle, ces mêmes pays d'Europe ont, et même au XXe siècle, continué pour leur essor d'extraire des richesses et une main-d'œuvre abondante d'Afrique. Se souvenir aussi que l'Afrique a payé le prix fort lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et que ses fils ont contribué au triomphe de la liberté et de la paix en Europe. Cette même Europe qui aujourd'hui durcit ses politiques d'immigration. Cette même Amérique qui aujourd'hui ferme ses frontières à toujours plus de ressortissants étrangers, comme maintenant à nos sœurs et à nos frères du Tchad. Mesdames et messieurs, chers amis, évidemment, on ne sort pas indemne de ces siècles d'inhumanité. Nous irions contre les valeurs de liberté, de fraternité, de solidarité que nous ont transmis les pères fondateurs de la francophonie. Et permettez, j'en profite, pour dire qu'il reste à sortir de l'ombre les femmes qui les ont accompagnés aussi de leurs idées et de leur forte vision sur ce chemin. Et pour cela, je compte sur des recherches et des écrits que vous saurez produire, chères étudiantes et étudiants. Elles ont existé aussi, ces femmes. Elles n'en pensaient pas moins. Nous irions donc contre cet idéal d'humanisme intégral et de métissage culturel
aux dimensions du monde qu'ils et qu'elles nous ont léguées, si nous abandonnions l'avenir à ceux qui ont fait des mots de migrants et de réfugiés un catalyseur de toutes les peurs, si nous nous résignions surtout à dire en totale indifférence et défaitisme « Ainsi va le monde ». Et je suis fière de porter ce message ici à Dakar, dans un pays, le Sénégal, qui n'a jamais failli à sa tradition d'accueil et qui nous démontre chaque jour que la diversité culturelle et confessionnelle peut se vivre dans l'harmonie et la créativité, dans un travail constant sur soi et avec l'autre. À nous donc de dire la réalité, de la dire, oui, même là où ça fait mal, dans toute sa violence, dans toute son ampleur, dans toutes ses tragédies, car bien la nommer, la réalité, c'est pour mieux la transformer. Là est notre responsabilité commune. Et puis, parce que nous le savons, l'esclavage est toujours et encore une réalité. Parce que le trafic d'êtres humains est encore une réalité. Et parce que des passeurs criminels tendent partout aussi leurs filets. Parce que derrière les flux migratoires d'aujourd'hui, et qui n'ont jamais été aussi importants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se cachent des misères, du désespoir et du désenchantement, des situations de sous-développement intenables, des terres dégradées qui forcent à fuir, des circuits de prédation et d'exploitation toujours inhumaines. Nous ne pouvons pas dire que nous ne le savons pas, et nous serions malhonnêtes de dire que nous n'y pouvons rien et qu'ainsi va la vie. À nous de dire que derrière les catégories, derrière les statistiques, les quotas que l'on a produits et que l'on continue de produire, c'est de femmes, d'hommes, de jeunes, de mineurs isolés et d'enfants dont il s'agit. Des êtres humains qui prennent, au péril de leur vie, au risque de mourir, les chemins de l'exode forcés par les pires circonstances, par aussi l'ultime espérance d'une vie meilleure, d'un possible avenir, l'espoir de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité, de pouvoir jouir enfin de leurs droits fondamentaux à l'emploi, à l'éducation, à la santé. Qu'ils soient réfugiés politiques, déplacés forcés, migrants économiques ou réfugiés climatiques, leurs motivations, leurs aspirations sont les mêmes.
Thank you.